Parfait, merci beaucoup Caroline pour l'introduction. Et donc merci à tous d'être connectés aujourd'hui pour m'écouter et puis malgré le contexte un peu spécifique aujourd'hui là de grève. Donc, comme le disait Caroline, l'objectif aujourd'hui, c'est donc de vous présenter un travail qui est donc maintenant terminé. Donc, c'est un guide pratique, c'est pas un article scientifique qui a été réalisé dans le cadre du projet Divers Impact, donc au cours de mon postdoctorat. Ce guide, il a été coécrit en fait avec Clotilde Rouillon de Arvalis, qui était aussi co-encadrante de ce postdoctorat. Elle peut pas être présente aujourd'hui et elle s'en excuse. Et ce guide, il a été aussi coécrit avec Walter Rossing et Daniel de Jong de l'Université de Wageningen aux Pays-Bas. Donc notamment, ils sont porteurs en fait de la démarche et des outils que je vais vous présenter aujourd'hui, ils ont accompagné les cas d'études du projet Divers Impact dans l'utilisation de ces outils. Alors, donc, si c'est un travail qui est finalisé, la version finale du guide n'est pas encore disponible. Elle est vraiment en cours de mise en page. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir la version finale, n'hésitez pas à mettre un mail. C'est pour ça que j'ai mis le mail. Et puis, dès qu'elle sera disponible, je prendrai le temps d'envoyer à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Donc, la thématique de ce guide, c'est accompagner la conception et la conduite de projets multi-acteurs pour la transition agroécologique dans les territoires. Et donc, l'idée, c'est de présenter un certain nombre d'outils et de méthodes qui ont été développés dans le projet Divers Impact. Donc, pour la présentation, j'ai prévu en fait 4 grandes parties, avec une partie plutôt introductive. Donc, l'idée, c'est de rappeler comment on en est venu à avoir ce projet de guide, pourquoi on a voulu écrire ce guide, avec quels usages et pour quel public cible. Donc, c'est rappeler un petit peu ces éléments-là. Ensuite, l'idée, c'est de vous présenter en fait le contenu du guide. Donc, bien évidemment, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail de chacun des méthodes et des outils, mais l'idée, c'est plutôt de vous donner à voir le panorama de la diversité des méthodes et des outils qui sont présentés dans ce guide, et aussi de vous donner en fait une grille de lecture, c'est-à-dire de vous présenter la façon dont on a structuré l'information pour chacune de ces méthodes et de ces outils pour vous faciliter en fait la lecture du guide a posteriori. Et donc, j'illustrerai ça sur un exemple d'outil qui est l'arbre des causes. Ensuite, dans une troisième partie, j'ai décidé en fait de faire un zoom sur un des outils qu'on présente dans ce guide-là, qui est la Learning History, parce qu'il m'a semblé, j'y reviendrai, mais c'était assez important de vous parler de cet outil-là qui est très central en fait dans ces approches multi-acteurs et qui pouvait voilà, intéresser la communauté IDEAS au sens large. Et ensuite, en guise de conclusion, il y a une première partie où j'ai essayé en fait de revenir sur le processus d'écriture, de formalisation et d'écriture de ce guide, parce que c'est aussi un apprentissage qu'on a fait dans ce travail-là d'écriture de guide. Et ensuite, je finis avec un certain nombre de questions un peu ouvertes sur la suite à donner à ce travail et puis comment on pourrait peut-être articuler ces méthodes et ces outils avec les autres ressources d'IDEAS. Donc, c'est plutôt voilà, un certain nombre de questions pour ouvrir la discussion. Donc, comment on en est, comment ce guide a vu le jour. Donc en fait, il y a eu deux éléments un peu parallèles en fait qui ont motivé l'écriture de ce guide. Donc en fait, le premier constat qui était partagé, sur lequel on a beaucoup discuté, notamment avec Clotilde quand j'ai initié mon post-doctorat, on a eu beaucoup de discussions sur le fait qu'aujourd'hui, on observait qu'il y avait un changement dans le rôle des conseillers et un peu plus généralement des agronomes à donc un changement de rôle autour de l'accompagnement plutôt, donc que les agronomes et les conseillers étaient de plus en plus amenés à accompagner des processus d'innovation qui étaient conduits par les agriculteurs et parfois en interaction avec des acteurs de la filière et des territoires. Et donc que ce changement de rôle
amener un besoin pour ces acteurs d'être outillés, d'avoir des méthodes et des outils pour pouvoir mieux accompagner les agriculteurs. Et donc, les conseillers n'étaient plus du tout dans une position où c'était eux qui étaient porteurs des innovations et qui devaient donc les diffuser, mais ils étaient plutôt dans un rôle d'accompagnement du processus d'innovation. Et donc, ce changement de rôle nécessitait un nouveau besoin en termes d'outillage. Et en parallèle de ce constat qui était un peu général, on était donc toutes les deux impliquées dans le projet Divers Impact, dans lequel, en fait, il y avait une diversité de cas d'études qui travaillaient sur la question de la diversification, donc comment diversifier des systèmes de culture. Et donc, ces cas d'études, dans le cadre du projet Divers Impact, avaient accès à un certain nombre d'outils et de méthodes qui étaient notamment portés par l'université de Wageningen, pour les aider en fait à accompagner une démarche de co-innovation qui était caractérisée en fait par différents éléments. Donc le fait que en fait les outils avaient pour vocation de les aider à se prendre en compte qu'un processus d'innovation et de changement, c'était quelque chose qui était complexe et adaptatif, et donc il fallait les outiller pour prendre en compte cette dimension, qui avait aussi besoin d'avoir le développement d'un langage commun entre les différents acteurs, et également qui avait aussi un besoin de pouvoir évaluer et de suivre ce processus de changement tout au cours du temps dans le projet et aussi pour les acteurs. Et donc, dans nos échanges avec les différents porteurs du projet, en fait, on a eu une demande spécifique de la part de ces porteurs de projet qui étaient francophones. Donc, le projet Divers Impact, je ne l'ai pas mentionné, c'était un projet européen. Et donc, en fait, les porteurs de cas d'études francophones nous ont fait remonter un besoin en disant, nous, on trouve que tous ces outils sont assez intéressants, mais on est un peu bloqué par le fait que, pour l'instant, on les pratique en anglais. Et donc, ça serait vraiment utile pour nous d'avoir un support en français qui nous permette d'avoir une trace de comment utiliser ces outils et ces méthodes aussi pour d'autres projets à l'issue de Divers Impacts. Donc, en s'appuyant sur ces deux besoins, on s'est dit, en fait, ça serait important d'arriver à écrire un guide. Et donc, on en est venu à formaliser ce concept en disant que voilà, on voulait écrire un guide qui formalise en fait ces différents outils et méthodes qui étaient développés dans Divers Impacts, et que ce guide, il était à destination d'agronomes qui accompagnent en fait des projets multi-acteurs, et qu'ils soient donc chercheurs ou conseillers. Et en fait, l'objectif, c'était qu'ils puissent se former à ces outils et ces méthodes qui étaient adaptés au contexte de la transition agroécologique, parce qu'avec un caractère adaptatif, la possibilité de s'adapter à différentes situations, et on voulait aussi leur donner en fait des clés pour pouvoir les mettre en œuvre avec un collectif. Donc ça, c'était le premier usage auquel on prétend avec ce guide. Donc c'est voilà, fournir des clés à des personnes qui accompagnent des projets multi-acteurs. Mais l'ambition aussi, c'est que ce guide, ça puisse être un support que ces animateurs diffusent dans leur groupe auprès d'une diversité d'autres acteurs des systèmes alimentaires, donc que ce soit des agriculteurs, des transformateurs, des acteurs des politiques publiques, et qu'en fait ce guide soit aussi une façon de les former ou à minima en fait de les sensibiliser à cette approche et à ces outils. Donc comme je vais vous le présenter par la suite, effectivement, dans le guide, on détaille un certain nombre de méthodes et d'outils, mais ce qui est aussi important, c'est la philosophie qu'il y a derrière, l'approche de co-innovation, de dire qu'en fait, on articule dans le temps des outils et des méthodes qui ont des fonctionnalités différentes, et tout ça pour initier un changement. Et donc, c'est bien voilà, le double usage qu'on entrevoit de ce guide, c'est voilà, former des animateurs, mais aussi sensibiliser des acteurs de terrain à cette approche un peu spécifique. Donc, en termes de contenu, donc le guide, il est organisé tel qu'il est aujourd'hui et il va paraître. Il est organisé en 4 grandes parties. Donc, il y a une partie introductive qui, en fait, reprend un petit peu ce que je viens de vous présenter. Donc, qui permet de définir, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire au travers de ce guide, comment il a émergé, et qui donne aussi un petit peu des clés sur le contexte du projet Divers Impact et comment les outils ont été développés et avec quel objectif.
Ensuite, il y a une deuxième partie qui nous a semblé aussi très importante en lien avec ce que je viens de vous expliquer sur la philosophie en fait qui est sous-jacente à ce guide. Donc, on a une partie sur les fondements théoriques de la co-innovation et comment elle s'est déclinée dans divers impacts. Donc, je reviendrai pas en profondeur sur cette partie-là aujourd'hui, mais je vous invite. On a eu un séminaire sur la co-innovation au printemps dernier où il y a déjà eu des choses qui ont été présentées. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées, il y a un support qui détaille ça un peu plus en profondeur. Et ensuite, on a une troisième partie donc dans le guide qui est vraiment centrale, où en fait on décline un certain nombre d'outils et de méthodes qui ont été mis en œuvre et développés dans le cadre du projet Divers Impact. Et ensuite, on a une partie de conclusion qui réinsiste et en fait donne des informations sur finalement la façon dont on peut utiliser ce guide à la fois comme une boîte à outils, c'est-à-dire un guide où on peut aller piocher parmi la liste des outils et des méthodes qu'on présente voilà, ponctuellement. On peut décider d'utiliser un outil dans notre situation, mais l'idée, c'est aussi de rappeler que ce guide-là, dans la façon dont il est écrit et formalisé, c'est aussi une source d'inspiration pour que chacun puisse développer sa propre combinaison d'outils et de méthodes en s'inspirant des outils que l'on présente. Donc, c'est vraiment voilà, un guide à la fois boîte à outils, mais aussi un guide qui vise à stimuler en fait la réappropriation par chacun en fonction de sa propre situation. Donc, pour entrer un peu plus dans le cœur du sujet là sur les outils et les méthodes et la façon dont nous on les a présentés dans le guide. Donc, dans le guide, on a 7 méthodes et outils qui sont présentés, donc de manière linéaire, hein, les uns à la suite des autres. C'est pas forcément évident de toujours articuler, mais on a quand même réussi à classifier ces 7 outils en fonction un petit peu de leur objectif. Donc, on a une première série de 4 outils et méthodes qui sont plutôt qui sont au démarrage d'un projet, qui aident à la fois à définir le cadre général. Donc ça, c'est la formulation d'une vision et d'une mission par le collectif multi-acteurs. Et on a aussi 2 autres types d'outils qui aident plutôt à analyser le contexte. Donc, c'est l'outil qui s'appelle un arbre des causes et un autre outil qui s'appelle la cartographie des acteurs. Donc, ensemble, en fait, ces 4 outils, ils sont à réaliser plutôt au démarrage du projet et ils aident donc à définir le cadre général et à analyser le contexte et également aussi à aider à constituer le collectif avec lequel on va travailler en tant que porteur de projet. Donc, ces outils-là, ils peuvent être réalisés dans un ordre un petit peu, pas forcément d'abord vision, mission, arbre des causes et cartographie. C'est un petit peu en fonction de la sensibilité. L'arbre des causes peut aider à définir ce que sont les visions et les missions. Et la cartographie des acteurs aide à constituer le collectif, comme je le disais. Donc, c'est des outils qui peuvent être faits en plusieurs étapes avec d'abord une première étape qui est faite par les porteurs de projets, puis ensuite qui peuvent être retravaillés par le collectif élargi une fois que les acteurs sont identifiés. Un autre outil que nous présentons dans le guide, c'est le plan d'action. Donc cet outil-là, il est très axé à comment en fait on planifie les activités qu'on va mettre en œuvre en lien avec l'objectif qu'on veut atteindre, donc la vision à laquelle on veut contribuer en tant que collectif. Et ensuite, donc ce plan d'action, ce qui est important, c'est donc il aide à planifier les activités dans le temps à court et moyen terme, mais c'est aussi un moment où l'idée c'est d'identifier a priori un certain nombre de critères sur lesquels on va évaluer le processus dans lequel on va s'intégrer et comment on va évaluer nos activités. Cette identification des critères, elle va aider en fait à la dernière phase en fait qu'on a identifiée dans le déroulement d'un projet, qui est la phase d'évaluation du progrès et du processus, et qui est supportée par 2 outils qu'on présente aussi dans le guide, qui sont des entretiens de suivi qui sont à réaliser entre le porteur du projet et une personne extérieure au projet, mais qui a des compétences plutôt en sciences sociales et qui peut
aider à réfléchir sur le processus et les activités mises en œuvre, et un autre outil qui est la Learning History que je vous présenterai un peu plus en détail par la suite. Donc ici, sur la question de l'évaluation, c'est important de noter qu'ici, on ne présente pas d'outils pour évaluer notamment les résultats agronomiques. On était consciente qu'il y avait d'autres outils et d'autres guides qui pouvaient aider à ça. Ici, les outils d'évaluation qu'on présente, c'est bien sur évaluer donc le processus et les activités mises en œuvre en lien avec les objectifs visés. Donc, pour les personnes qui ont un peu un bagage en fait en gestion de projet, ici vous retrouverez peut-être des choses qui sont assez classiques en gestion de projet, mais en fait l'originalité et la spécificité de ce guide, c'est que on donne à voir en fait en quoi ces outils de gestion de projet, ils peuvent être utiles pour favoriser la co-innovation. Et donc, c'est plutôt aussi leur articulation dans le temps et leurs usages, en fait, qu'on met en avant dans ce guide pour stimuler la co-innovation. Donc, de fait, dans la façon dont on a écrit le guide et dont on a structuré l'information pour chaque outil et méthode, elle est un petit peu spécifique et on a décidé d'organiser ça en 4 temps. Donc, pour chacun des outils et des méthodes qu'il y a dans ce guide, on a 4 sous-parties. Donc, on a une première partie plutôt de présentation générale de l'outil ou de la méthode qu'on présente, donc avec une définition, le format sous lequel il se présente. On présente aussi les concepts théoriques sous-jacents quand il y en a. Et ensuite, on a aussi une partie beaucoup plus sur l'utilité et en quoi ces outils elles peuvent supporter un processus de co-innovation. Et pour ce faire, on s'est beaucoup appuyé sur des exemples concrets d'application ou des témoignages de porteurs de cas d'études dans le cadre du projet Divers Impact. Donc, on passe d'une phase très descriptive à comment finalement ces outils-là peuvent être utilisés dans le cadre de la conduite de projets multi-acteurs pour supporter un changement auprès d'une diversité d'acteurs. Ensuite, on a une troisième partie qui s'intitule « Et en pratique » et qui en fait permet de détailler les différentes étapes à mettre en œuvre par le porteur de cas d'études pour pouvoir réussir à utiliser ces différentes méthodes et outils avec un collectif d'acteurs. Et enfin, on termine par des liens en fait vers des ressources documentaires complémentaires. Donc, comme je le mentionnais, les liens auxquels on va faire référence, c'est souvent des liens auprès de ressources qui sont très proches de la gestion de projet. Et du coup, nous, on est complémentaires de ces ressources parce qu'on met l'accent sur comment ces outils-là peuvent se combiner et quel est leur intérêt dans une approche multi-acteurs d'innovation. Donc, pour rendre un peu cette présentation qui est un peu conceptuelle, j'ai décliné en fait ces 4 étapes pour un exemple, donc pour l'outil qui est l'arbre des causes. Donc, cet outil-là, il apparaît, il est possible de l'utiliser notamment au démarrage du projet. Donc ici sur la droite, vous avez en fait un extrait du guide, qu'est-ce qu'on a écrit pour ces différentes sections. Donc ce qu'on dit de manière un peu générique sur cet outil qui est l'arbre des causes, on dit que c'est un schéma qui prend la forme d'une arborescence et en fait qui est utile pour identifier un ensemble de faits qui peuvent conduire à, donc là c'est quand on analyse a priori, ou qui ont conduit dans une posture d'analyse a posteriori, à la réalisation d'un événement indésirable. Donc ça c'est une définition très générique de qu'est-ce qu'est cet outil d'arbre des causes. Mais on essaie ensuite de décliner ça de manière un peu plus concrète en disant que dans le cadre de divers impacts, où des cas d'études ont mis en œuvre cet outil pour développer un projet multi-acteurs, eh bien, on dit que cet outil d'arbre des causes, en fait, il est très utile pour dresser un diagnostic, c'est-à-dire qu'il permet en fait d'identifier quelles sont les causes à l'origine d'un problème qui est central et qui est présenté ici au centre de l'arborescence du schéma. Et donc, on a une analyse des causes qui sont situées en bas, donc qui fait d'une manière imagée au niveau des racines. Et ensuite, on analyse aussi et on décrit les conséquences d'un problème au niveau plutôt de la partie haute de l'arbre. Donc ça, c'est une illustration de comment on peut mettre en place cet outil-là. Et ensuite, on donne des informations sur
en quoi ça peut être utile. Donc, on a dit que c'était utile, cet arbre des causes, pour réaliser un diagnostic, mais dans le cadre d'un projet multi-acteurs, pourquoi c'est important de réaliser un diagnostic? Eh bien, nous, dans le guide, on met en avant le fait que réaliser cet arbre des causes, c'est vraiment un outil utile pour permettre de s'accorder sur une représentation commune et partagée de la situation. Donc, se dire, si collectivement, les acteurs arrivent à dresser cet arbre des causes et des conséquences, on arrive en fait à avoir une représentation commune. Et ensuite, c'est aussi un bon outil pour arriver à délimiter un périmètre d'action. Au démarrage d'un projet, en fait, on ne sait pas forcément vers où on veut aller. Et en fait, le fait d'avoir cartographié l'ensemble de ces causes et de ces conséquences, ça permet au collectif de se dire sur quel élément l'ensemble du groupe a envie de travailler. Donc, voilà, on détaille dans le guide quels sont les usages par rapport à cette envie d'avoir un projet multi-acteur. Et d'autre part, effectivement, comme je vous le disais, c'est aussi, on fait le lien ici aux autres outils qu'on présente dans le reste du guide, le fait de travailler sur cet arbre des causes, c'est aussi un premier pas vers l'élaboration du plan d'action, parce qu'en identifiant les points sur lesquels on veut travailler, on peut ensuite commencer à entrevoir qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre. Un autre type d'information aussi qu'on partage dans le guide sur cet outil, c'est que nous, dans Divers Impacts, l'arbre des causes a été essentiellement mobilisé par les cas d'études au démarrage du projet pour un peu délimiter le périmètre. Et ce qu'on mentionne dans le guide, c'est que finalement, cet outil-là, il peut être utilisé à d'autres moments dans le processus, donc plutôt sur la partie évaluer le progrès, le processus, parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, on peut utiliser un arbre des causes a posteriori pour comprendre une situation problématique. Donc, c'est ici, l'idée c'était de vous illustrer un petit peu comment finalement on donne des informations sur l'utilité de cet outil, comment il a été mis en place, et puis finalement après, comment on pourrait le réutiliser d'une autre façon que celle qui est présentée dans le cadre de Divers Impacts. Pour les deux dernières rubriques sur le « et en pratique », donc ici, je vous ai un petit peu bêtement fait un imprimé écran d'un passage du guide. Donc, c'est pour vous montrer que ensuite, dans cette rubrique-là, on donne vraiment des clés sur, finalement, on comprend bien l'utilité de faire un arbre des causes, mais si moi, je suis animateur, comment je m'y prends pour faire cet arbre? Et donc là, on décortique en plusieurs étapes et surtout, on donne à voir en fait un certain nombre de questions qu'on peut poser au collectif pour arriver à avancer cette réflexion. Donc là, ici, justement, on donne des questions sur quelle est la situation qu'on veut améliorer, pourquoi cette situation est problématique. Et un autre élément aussi important, c'est que on explique que finalement cet arbre des causes, même si elle permet d'avoir une représentation commune, ce qui est important, c'est que d'avoir une première phase, donc qui est indiquée ici, c'est important que chacun puisse d'abord faire sa représentation individuelle, donc que chaque participant puisse, par exemple, d'abord faire son propre arbre et qu'ensuite on réalise une mise en commun. Donc l'idée, c'est pas forcément de trouver un consensus, mais bien que chacun puisse aussi exprimer sa propre vision du problème et qu'il y ait aussi un débat autour de la construction de cet arbre. Donc, voilà, l'idée ici, c'était bien de vous illustrer en fait comment on a structuré. Et donc, ces différentes étapes, on les a fait pour les 7 outils que je vous ai présentés. Donc, je pourrais revenir après si vous voulez en discussion sur les autres éléments. Donc, ensuite, l'idée, c'était de faire un zoom un peu plus précis sur un des outils, qui est la Learning History. Donc, c'est le choix, en fait, de parler de cet outil dans le contexte de cette thématique accompagnée et la conduite de projets multi-acteurs. C'est vraiment, en fait, parce que j'ai le sentiment que cet outil qui est la Learning History, c'est vraiment un outil qui est très multifonctionnel dans un processus multi-acteurs, parce qu'elle soutient à la fois une activité de réflexion sur les activités passées, mais elle aide aussi à se projeter dans le futur. Donc, des moments clés d'un projet, ça peut vraiment être central en se disant qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris et comment en fait on rebondit et on repense notre action, voire même on repense notre objectif initial au vu de ce qu'on a pu apprendre et les difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc, voilà,
je pense que c'est vraiment un outil clé et qui peut être très utile pour plein de raisons et je vais un petit peu détailler ça. Donc, la Learning History, la façon dont elle est définie de manière un peu générique, on dit que c'est un document formalisé qui vise à capitaliser les enseignements d'un projet en mettant l'accent sur les apprentissages des personnes impliquées. Et donc, la Learning History, c'est le résultat d'un processus participatif qui doit être conçu pour stimuler un apprentissage collectif à partir des expériences vécues de chacun d'une même série d'événements. Donc, cette définition, elle est assez on va dire conceptuelle. Et donc, mon idée, c'était de vous illustrer comment, en fait, dans Divers Impacts, on s'est saisi de cette définition pour en faire un outil qu'on décrit, en fait, dans le guide. Donc, pour ce qui est du document formalisé, donc dans le cadre de Divers Impacts, ça a pris, en fait, la forme d'un document Word qui a été structuré en différentes parties. Donc, l'idée, c'est bien effectivement que on parte donc d'une chronologie d'événements qui sont vécus. Donc, c'est ce qui est présenté ici dans la Learning History. Donc, l'idée, c'est que collectivement, il y ait l'ensemble des acteurs du projet qui puissent décrire tout ce qu'ils ont pu mettre en œuvre sur une période de temps définie. Mais au-delà de juste décrire les activités, il y a une consigne spécifique qui est de bien formaliser en fait qu'est-ce qu'on a appris, quelles ont été les conséquences en fait de chacune de ces activités. Donc on a par exemple, on a mis en place un atelier, qu'est-ce qu'on en a appris et quelles ont été les difficultés et comment ça a pu impacter la suite de notre projet. Donc dans le cadre de Divers Impacts, c'est cette articulation entre les événements et les apprentissages associés, elles ont été formalisées en proposant un tableau avec deux colonnes où l'idée, c'est de mettre en regard chacun des événements avec les apprentissages. La question des apprentissages, elle apparaissait aussi à la fin de ce document, où l'idée, c'était de faire un peu un bilan. Donc, d'accord, il y a une diversité d'événements qui ont été mis en place. Et finalement, qu'est-ce qu'on en retire de manière un peu plus générale sur la façon dont on veut conduire le projet et comment, en fait, on va voilà, repenser notre action et repenser notre collectif, etc. Donc, si en fait le résultat qu'on obtient de la Learning History, c'est ce document écrit, c'est la trace qu'on a de ce processus, c'est bien, donc comme c'est mentionné dans la définition et comme c'est illustré par l'image sur la gauche, c'est bien un processus participatif. Donc, l'idée, c'est que ça soit le résultat d'une discussion entre tous les acteurs qui ont été impliqués et que chacun aussi puisse s'exprimer sur quels ont été les apports en fait de chacun des événements. Et donc, voilà, au cours du temps, l'enjeu, c'est de proposer un atelier pour construire cette Learning History et que collectivement, les acteurs puissent réfléchir sur un certain nombre d'événements marquants. Ce qui est, alors, la diapo est peut-être un peu lourde, mais c'était aussi pour vous montrer l'intérêt en fait aussi de ce format. Donc, dans la définition initiale, si je reviens un peu en avant, on parle de documents formalisés. Et pour moi, c'est vraiment un atout parce que ça veut dire vraiment que le format qu'on peut utiliser est très adaptable, notamment en fonction des objectifs qu'on veut en avoir. On ne va pas vouloir faire la même chose si la Learning History, elle arrive plutôt au début du projet, en milieu ou en fin de vie du projet ou voilà, à terme d'un financement. Donc, ce que je voulais illustrer ici, c'est montrer que dans le cadre de Divers Impacts, le format de la Learning History a aussi évolué en fonction en fait du moment où il a été réalisé. Donc, il y a eu 2 sessions de Learning History dans le projet. Donc, il y a eu une première série de Learning History qui ont été réalisées à la moitié du projet. Donc, c'est le format que je viens juste de vous présenter, là, que j'ai remis sur la gauche. Et ensuite, on a eu une deuxième campagne, on va dire, de Learning History à la fin du projet. Et ce que je voulais vous montrer, c'est l'évolution en fait du format, parce qu'on cherchait pas à faire les mêmes choses dans les deux
voilà, dans les 2 sessions. Donc, en fait, on retrouve des informations similaires entre les deux. Donc, ici, au centre, on a l'analyse des événements marquants. Donc, ça reste commun entre les deux. Mais par exemple, vous voyez ici émerger une section particulière sur l'impact du Covid sur les cas d'études. Parce que finalement, entre la première session et la fin du projet, on a eu le Covid. Et dans le cadre d'un projet multi-acteurs, on avait conscience que ça avait eu un très fort impact et on voulait essayer de faire réfléchir les acteurs sur ça. Et nous aussi, en tant que personnes qui suivaient ces cas d'études, on voulait se rendre compte de l'impact sur le processus. Et ce qui était aussi intéressant, c'est on a rajouté un peu vers la fin, comme on était en fin de projet, une section sur la satisfaction, sur comment le projet avait évolué entre le début et la fin du projet de divers impacts, comment le cas d'étude avait évolué. Donc, une illustration pour vous montrer la Learning History et son format adaptable en fonction des besoins et de ce qu'on veut faire. Donc, en bilan, en fait, de cette réflexion et de ce zoom un petit peu sur cet outil, et pourquoi ça me semble un outil assez intéressant. Donc, je pense que c'est un outil qui est très utile pour supporter cette activité réflexive des acteurs sur qu'est-ce qu'ils ont fait et aussi pour formaliser et capitaliser sur des apprentissages qui sont souvent non formalisés en fait dans ce type de projet. Voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas conscience de qu'est-ce qu'ils ont appris au travers d'un certain nombre d'actions qu'ils mettent en œuvre. Et donc, voilà, c'est vraiment un outil clé qui permet en fait aussi d'évaluer à un moment T l'état d'avancement du projet par rapport aux objectifs initiaux et aussi qui permet donc en conséquence d'ajuster le plan d'action, voire même la vision du groupe. Et donc, ici, en bas, je vous ai mis un témoignage d'un des porteurs de cas d'études qui mentionne qui dit que dans son cas précis, lui, il considère que la Learning History, elle a vraiment été utile pour réfléchir à ce qui avait été fait et de se projeter dans le futur. Il y a aussi un certain nombre de connaissances ou d'apprentissages qui sont formalisés dans ce document, notamment autour des facteurs de réussite et des situations d'échec. Et en fait, le fait de l'écrire vraiment dans un document, ça les rend en fait mobilisables aussi pour d'autres situations et pour favoriser en fait le partage d'expériences entre différents cas d'études, mais aussi au sein d'un cas d'études, entre les acteurs de ces projets multi-acteurs. Donc ça, c'est un premier intérêt, on va dire, donc plutôt pour vraiment les acteurs qui sont impliqués dans le projet et qui sont dans l'action. Mais il me semblait aussi important de vous partager comment ce document-là, ou cet outil qui est la Learning History, peut aussi être une ressource pour des chercheurs qui s'intéressent à analyser les processus d'innovation ou les processus de changement. Parce qu'en fait, au travers de ce document, on a un certain nombre d'informations qu'on peut capitaliser. Et donc ici, je vous ai remis, c'est aussi des résultats que j'avais eu l'occasion de présenter lors du séminaire de mai dernier. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, on peut ensuite utiliser les données de la Learning History pour analyser ces processus, que ça soit dans les activités qui sont conduites dans le temps. Donc là, ici, on a réussi pour les 25 cas d'études de divers impacts de retracer les séquences d'activités et le type d'action qui avait été mis en place par les 25 cas d'études. On a pu aussi analyser les apprentissages, enfin, ce que les cas d'études avaient reporté comme apprentissage au fil de leur processus de changement, avec des apprentissages à la fois sur des volets agronomiques, mais aussi sur la façon de gérer des projets multi-acteurs. Et ça nous a permis en fait aussi de créer des groupes de cas d'études qui présentent en fait des dynamiques de changement et des processus d'innovation similaires vis-à-vis de la question de la diversification. Donc pour moi, c'était assez intéressant de faire un zoom sur cet outil, parce que je pense qu'il y a une diversité de fonctions à la fois pour aider à la dynamique même dans le cas d'études, mais aussi pour permettre de comprendre ce qui se passe en tant que d'un point de vue de chercheur.
Donc, pour conclure sur ce travail, j'avais aussi envie en fait de vous partager faire un retour d'expérience sur la façon dont on s'y est pris pour écrire ce guide qui présente en fait plusieurs spécificités à mon avis. Donc, le premier point assez spécifique, c'est que donc les auteurs ou les autrices, je sais jamais trop comment dire, du guide, donc qui sont Clotilde et moi, on n'était pas porteurs de la démarche, c'est-à-dire que c'est pas nous qui avons travaillé à développer les outils qui sont présentés. C'est donc des collègues de Wageningen qui ont développé l'ensemble de cette approche et l'articulation entre les outils. Et donc, nous, on a eu plutôt un rôle de formalisation pour faciliter la transmission auprès d'acteurs francophones. Et un autre élément aussi qui est assez... alors, je ne sais pas si c'est très nouveau, mais en tout cas, quelque chose qu'on a essayé de mettre en place, c'est que tout au long du processus de formalisation et d'écriture du guide, on a vraiment essayé d'inclure des usagers, des futurs usagers dans ce processus-là. Donc, c'est-à-dire qu'on a demandé à plusieurs reprises que les porteurs de cas d'études aient un regard, nous donnent leur avis, nous fassent un retour sur le contenu de ce guide. Donc, entre donc, le démarrage ou la date où l'idée du guide a germé, qui était donc en septembre 2022 et aujourd'hui en 2023, on a eu voilà, différentes phases d'écriture. On a eu deux formes d'échanges en fait avec des usagers. Donc, on a eu une première version V0 avec vraiment les grandes parties du guide et puis les outils qu'on voulait présenter, qu'on a soumis à différents relecteurs. Donc, on a demandé à certains porteurs de cas d'études dans divers impacts, mais on a également demandé à un certain nombre de personnes chez Arvalis qui portaient en fait des projets multi-acteurs de nous donner leur avis sur le contenu du guide. Et on a aussi organisé un atelier de travail donc l'année dernière, en mars 2022, où on avait une version un peu plus avancée du guide, mais où on a remis sur le tapis voilà le contenu auprès d'un certain nombre d'acteurs de divers impacts. Et l'idée, ça a été aussi qu'ils nous fassent leur retour d'expérience en fait des différents outils, en quoi ça avait été utile, etc. Donc, ça nous a permis vraiment d'enrichir cette partie dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'utilité du guide en fait et l'utilité de chacun des outils. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment qu'on arrive à rendre compte de l'utilité de ces outils. Et donc, voilà, c'est ce processus assez long, impliquant, quand c'était possible, une diversité d'usagers qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette version du guide sous le format que je vous ai présenté. Donc, pour les questions un petit peu ouvertes qui restent aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on va avoir très, très bientôt une version finale de ce guide, mais on a beaucoup de questions sur comment on peut faire vivre et comment on peut accompagner des acteurs qui n'étaient pas impliqués dans divers impacts et voilà, comment on peut les accompagner pour qu'ils puissent se saisir de ces outils. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, on a envie que ce guide, ça soit une ressource pour stimuler les acteurs à développer leurs propres outils et méthodes, mais c'est pas si évident et voilà, on a beaucoup de questions là-dessus. Et une autre question aussi un petit peu qu'on a, c'est comment ces outils et ces méthodes, elles peuvent s'articuler avec d'autres outils qui sont portés par le collectif IDEAS. Voilà, par exemple, les ateliers de conception, les méthodes de track aux innovations et comment, en fait, on pourrait arriver à faire dialoguer cette approche qui est un peu plus générale avec la mobilisation des outils IDEAS. Voilà, j'ai terminé. Je sais pas, je pense que je suis peut-être allée très vite. Et donc, du coup, place aux questions.